Chaque mois de janvier, depuis plus de 50 ans, l'élite se rassemble à Davos pour le Forum économique mondial. Forum économique mondial. Au fin fond des montagnes suisses sont invités chefs d'État, patrons de multinationales, leaders d'opinion, activistes influents venus du monde entier. Et quelques 3000 participants s'y rendent, moyennant quelques dizaines de milliers d'euros pour avoir une chance de renverser leur café sur Bill Gates au détour d'un couloir. L'esprit de Davos, c'est ça. La magie des rencontres impromptues qui aboutissent à de grandes choses pour améliorer l'état du monde. Le vœu de Klaus Schwab, fondateur infatigable du forum, le grand Manitou du Great Reset, est de réunir toutes les parties prenantes à la gouvernance globale pour dialoguer et faire avancer le monde face à ses problèmes. Nos médias mainstream caricaturent Davos comme un rassemblement de riches pollueurs. Et c'est l'opinion qu'en a monsieur tout le monde. Le World Economic Forum, c'est juste un lieu où se rassemblent les riches du monde entier pour boire des cocktails et réseauter, tout en faisant semblant d'être engagés pour la planète. Mais depuis le Covid, l'image qu'on avait du forum a fortement changé. Désormais, on pense d'abord à un groupe tout-puissant qui nous impose le communisme 2.0, un gouvernement mondial totalitaire qui contrôle le moindre aspect de notre vie via l'annihilation totale de nos libertés et la consommation forcée d'insectes. Pourtant, ceux qui ont été à Davos minimisent son importance. Qu'est-ce qui se passe à Davos? Des rencontres, rien que des rencontres. Certains n'y vont pas avec le dos de la cuillère pour parler du forum. David Rothkopf, ancien rédacteur en chef et CEO de Foreign Policy, décrit les participants comme des gros chiens qui ont tous besoin de pisser sur la même borne d'incendie afin de montrer qui lève la patte le plus haut. À l'opposé, la puissance du forum est abusivement exagérée par ceux qui n'y sont pas. Vous n'aurez rien. Communisme mondial. Fruit des insectes. Et vous serez heureux. Great Reset. D'autres négligent le forum. économique mondial, qui est le salon des exposants. Quoi qu'il en soit, notre vision sur le World Economic Forum ainsi que sur l'étendue de ses pouvoirs nous est assez incomplète. C'est seulement la pointe de l'iceberg. Il y a autre chose, au-delà. C'est pour cela que j'entreprends cette série de vidéos sur le World Economic Forum. Sache que cette vidéo repose entièrement sur des sources telles que des papiers universitaires, des livres, des articles de presse. On n'est pas sur la vidéo conspi en 144p de base. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les véritables origines du forum en allant au-delà du narratif officiel tout en démystifiant quand même quelques croyances. Mais les spéculations ne m'intéressent pas. Je voulais alors simplement comprendre qui nous gouverne et dans quelle direction. Et pour cela, il faut regarder l'histoire et se détacher de l'hystérie médiatique du temps présent. Mais dans la quasi-totalité des articles parlant du forum, son histoire est résumée en 2-3 lignes. C'est en 1971 que Klaus Schwab décide de tenir un forum à Davos pour y sensibiliser les grands patrons européens de l'époque aux nouvelles techniques managériales. Certains articles font un peu mieux en précisant qu'à l'origine, le forum était nommé European Management Forum avant d'être baptisé en 1987 avec le nom qu'on lui connaît. Avec les années, le forum a pris de l'ampleur en recevant de plus en plus de grands noms et de chefs d'État pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un rendez-vous incontournable de l'hyperclasse mondiale pour discuter des problèmes les plus préoccupants qui touchent notre planète. Mais en termes d'information, c'est à peu près tout. En réalité, tout commence dans les années 60. Le jeune Klaus Schwab est diplômé d'un master en ingénierie mécanique et d'un autre en sciences économiques. En 1966, il part étudier une année dans la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis dans le but d'obtenir un diplôme en administration publique. Il y étudie également le business ainsi que le management. Et c'est cette année d'études qui va être décisive pour faire germer l'idée du World Economic Forum. Why is the World Economic Forum in existence? It's a Kennedy School. À la Harvard Kennedy School of Government, Klaus Schwab suit des cours de deuxième année, ce qui est plutôt rare pour un étudiant non MBA, mais il y fait aussi et surtout des rencontres. Il sympathise avec le doyen d'Harvard, George Baker, qui fut également conseiller des présidents Truman, Kennedy et Nixon, et membre de 1946 à 1971 du Council on Foreign Relations, excusez mon accent anglais un peu pété, que l'on traduit en français par Conseil sur les relations internationales, que je vais abréger en CFR tout au long de la vidéo. Schwab devient le protégé de ses professeurs, Graham Allison, futur membre du CFR, futur participant à Bilderberg et futur membre de la commission trilatérale, et de Joseph Nye, lui aussi futur membre du CFR et futur membre de la commission trilatérale. Je précise leur affiliation non pas pour les associer à une quelconque cabale ou à quelconque complot de société secrète, mais simplement en fait pour vous donner une idée du réseau, du pouvoir et de l'influence qu'ont ces personnes. Schwab décrit sa rencontre avec Henry Kissinger, donnant alors des séminaires sur la géopolitique à Harvard, comme quelque chose qui a changé sa vie. Henry Kissinger,
which really opened my eyes. La connexion allemande facilite le rapprochement entre les deux hommes. À ce moment-là, Kissinger possède déjà un énorme CV. Il fut diplômé d'Harvard, il est rentré au CFR en 1954, il a été le directeur des études spéciales du fonds des frères Rockefeller, il a publié plusieurs bouquins, travaillé en tant que consultant à de multiples reprises, conseiller de campagne de Nelson Rockefeller dans ses courses à investiture du Parti républicain, avant de se rapprocher de Richard Nixon et de devenir secrétaire d'État. Schwab croise aussi la route des hommes qui allaient devenir les premiers intervenants de son futur forum. L'économiste John Kenneth Galbraith fut lui aussi professeur de Schwab. Membre du CFR de 1946 à 1971, il fut conseiller du président Kennedy et des candidats de la gauche américaine. C'est aussi l'un des plus grands conférenciers de son époque. Schwab croise aussi la route d'Herman Kahn, un futurologue aux prédictions plutôt foireuses, spécialiste des questions du thermonucléaire. Il est très respecté et consulté. Il a quitté la Rand Corporation pour fonder l'Hudson Institute, son propre think tank. Ces noms, nous allons très vite les retrouver. Klaus Schwab est revenu en Europe avec des contacts, mais aussi des idées. Il a découvert la théorie des stakeholders, partie prenante en français. Cette théorie veut que les entreprises ne créent pas seulement de la valeur pour le profit des actionnaires, mais également pour toutes les parties prenantes, du petit employé au board des actionnaires en passant par les fournisseurs. We have business, of course. We have politics, partnerships with many governments around the world. And of course we have NGOs, we have trade unions, media of course, and very important experts and scientists and academia. Cette théorie injecte une dose de responsabilité morale et un devoir social pour les entreprises. Il est préférable de faire un sacrifice sur les profits court terme pour une prospérité long terme, basée sur la satisfaction de toutes les parties prenantes. C'est l'antithèse de Milton Friedman qui affirmait à la même époque que la seule responsabilité d'une entreprise était de faire des profits. Cette approche de parties prenantes doit aussi se transposer dans la politique. La gestion et la prise de décision ne doit pas seulement être laissée à des politiciens. Elle doit inclure la participation des entreprises, des syndicats, des ONG, des médias, des académiciens. Je développerai plus sur ce concept et sur la gouvernance globale dans une vidéo dédiée. Mais retenez bien que cette idée de stakeholders est capitale chez Schwab, bien qu'il n'en ait pas la paternité. Klaus Schwab est également revenu avec l'idée d'importer les méthodes de management américaines en Europe, ainsi que d'en faire son business. Et autant dire que le timing était parfait. Klaus Schwab dit avoir été influencé par le livre Le défi américain du gaulliste Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ce livre alerte sur les capacités des Européens à faire face aux Américains en pointant du doigt le risque de colonisation et de voir nos entreprises se faire ramasser à la petite cuillère les unes après les autres par de grands groupes américains. Les Européens ont peur de ne pas être au niveau ni à la page pour les temps qui viennent. Pour vous poser le contexte du début des années 70, nous sommes à l'aube de ce que nous appelons la mondialisation, mais que je préfère appeler globalisation, qui est le terme anglais pour cela. Globalisation. On parle de gouvernance globale et non pas de gouvernance mondiale. C'est aussi à ce moment-là que Bretton Woods s'effondrait, marquant ainsi la fin de la parité hors dollar, qui allait donner un avantage compétitif énorme aux Américains dans le commerce international. C'est également une période clé qui marque le passage de l'économie internationale à l'économie globale. Ce contexte inspire la crainte chez les Européens de se voir dépassés par la machine américaine en marche. Klaus Schwab a compris tout cela. Et ce qu'il a appris et vu aux États-Unis pouvait être la solution aux problèmes des patrons européens. Une opportunité de business existe. L'idée du forum approche. En 1969, Klaus Schwab est engagé comme professeur, donnant des séminaires de stratégie en business au Centre d'études industrielles, aujourd'hui connu sous le nom d'International Management Institute, situé à Genève en Suisse. Schwab obtient son poste grâce à Bohdan Horikishin, excusez la prononciation, directeur du CEI jusqu'en 1986 et par ailleurs membre du Club de Rome de 1974 à 1991, puis associé de George Soros en Europe de l'Est. En 1971, le Centre d'études industrielles s'apprête à célébrer ses 25 ans. Et c'est Klaus Schwab qui est chargé d'organiser l'événement. Au lieu de simplement organiser un grand dîner de gala, Klaus Schwab va imaginer un forum qui se tiendra dans la station de ski de Davos, au milieu des montagnes du canton des Grisons. Son objectif est d'organiser un événement plus informel et détendu, plutôt qu'un séminaire assommant pour chefs d'entreprise vus et revus. Mais, selon Jean-Christophe Gras, professeur à l'université de Lausanne, Jean-Christophe Gras, bonsoir. Bonsoir. Schwab et l'un de ses associés ont fait un petit coup d'état légal afin de garder le contrôle de l'événement. Ils ont à l'occasion créé une société privée nommée International Education Services. La société a par la suite été renommée et n'existe plus aujourd'hui. Puis, ils ont envoyé une lettre au directeur de la CEI,
Bohdan Orikishin, pour présenter les relations contractuelles que la CEI allait avoir avec cette compagnie pour l'organisation de leur événement. Le directeur accepte pour une raison que Gras qualifie de mystérieuse. La boîte de Klaus Schwab est donc payée pour organiser le forum. Ce n'est plus organisé directement par le Centre d'études industrielles. Dans le même temps, Schwab voit un peu plus loin que la fête d'anniversaire de son employeur. Il voit dans son projet de forum un moyen de rassembler les patrons des entreprises européennes et les dirigeants politiques pour établir une coopération de proximité. Il décide donc d'écrire à Jean Rey, rien à voir avec Natacha, président de la Commission européenne, pour obtenir des conseils, du soutien et une participation. Jean Rey suggère 2 commissaires comme interlocuteurs pour le forum, le français Raymond Barre et l'italien Altiero Spinelli. Le français a servi en tant que vice-président de la Commission européenne pour les affaires économiques et industrielles sous De Gaulle de 1963 à 1973, puis il est devenu ministre des Finances de 1976 à 1978, puis Premier ministre de 1976 à 1981 sous Giscard d'Estaing. Il visite Bilderberg en 1983. L'Italien est un communiste qui s'est converti au socialisme libéral. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. En 1943, il est l'un des fondateurs clés du mouvement fédéraliste européen. Il fut membre de la Commission européenne en charge de la politique industrielle de 1970 à 1976. Il fut invité à Bilderberg en 1968. Pour avoir le soutien de l'Europe, Schwab doit accepter 2 conditions. 1. Le forum doit être à but non lucratif et de 2. Il doit se tenir dans la communauté européenne. La Commission européenne pensait à l'époque que la Suisse allait les rejoindre. Ah ben non, je ne viens pas. Le premier symposium européen du management se tient à Davos du 24 janvier au 7 février 1971. Symposium, c'est un mot que j'ai découvert pendant mes recherches, ça désigne un congrès de spécialistes sur un thème scientifique. Merci Google pour la définition. Le contenu des conférences est similaire au programme du Centre d'études industrielles. On dénombre 444 participants, encore à ce jour, très peu de participants sont identifiables. L'essentiel des visiteurs était composé de chefs d'entreprise européens ou de leurs représentants. Contrairement au groupe Bilderberg et à la commission trilatérale, le forum de Davos est dès le début ouvert à des anonymes et des personnages secondaires moyennant le prix du ticket d'entrée. On n'est pas sur une société secrète ni occulte, ni sur un groupe très privé comme le sont Bilderberg et la trilatérale. Bohdan Orikishin, directeur du CEI, je vous le rappelle, fut le premier président du symposium. Le président honoraire fut le doyen d'Harvard George Baker. Le discours d'ouverture fut prononcé par Otto von Habsburg, l'héritier de la couronne autrichienne et fervent promoteur de l'intégration européenne à travers le mouvement fédéraliste européen de la Pan-Europe qu'il dirigera à partir de 1972. On retrouve également les Américains Herman Kahn et John Kenneth Galbraith. On note également la présence du Français Jacques Maison-Rouge qui a fait sa carrière chez IBM. C'est un partisan du transatlantisme en ses grades et qualités de président de l'hôpital américain de Paris et président de l'association France-États-Unis. Il s'est rendu 3 fois à Bilderberg en 1982, 83 et 85. Lors de ce symposium, Jacques Maison-Rouge a donné une conférence sur la data et la vie privée. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. On note également la présence de la baronne Barbara Ward, qui est une économiste pionnière dans l'environnementalisme et sur les questions de la planète. C'est une amie proche de David Rockefeller. On note également les présences de Gustav Gyllenhammar, CEO de Volvo, Mark Wallenberg de la puissante famille suédoise du même nom et d'Aurelio Peccei, fondateur du Club de Rome. Si Klaus Schwab a pu ramener autant de beau monde pour la première édition de son forum, c'est surtout grâce au prestige du Centre d'études industrielles de Genève, qui était l'une des seules écoles de commerce/management réellement internationales en Europe. À la question qui a déterminé la création du forum, il est difficile de répondre. Dans un premier temps, on pourrait se dire que le forum est une émanation américaine, que c'est David Rockefeller et le CFR qui ont poussé Klaus Schwab à fonder son forum avec leur soutien. Les Américains voyaient dans le germano-suisse pas encore chauve un bon relais pour leurs intérêts en Europe. Et puis c'est logique, la proximité avec le CFR que David Rockefeller préside est évidente quand on regarde la liste des personnes présentes. Mais je pense qu'il est réducteur de croire que le forum est simplement une commande passée auprès de Schwab. La création de ce forum est surtout due à son esprit entrepreneurial. Il a bâti son forum brique par brique en cherchant du support partout où il le pouvait et en sachant se montrer convaincant. Il est allé à Harvard, a appris, a eu des idées, fait des contacts, puis est revenu. Il a vu l'opportunité que représentait l'organisation des 25 ans du Centre d'études industrielles.
il a convaincu le directeur de lui céder les droits de l'événement pour qu'il puisse avoir les mains libres après. Si le directeur a accepté, c'est peut-être parce que Schwab s'est montré persuasif, en faisant jouer ses contacts aux États-Unis et en exposant son idée de forum dans le cadre idyllique des montagnes enneigées de Davos. Il s'est également appuyé sur la Commission européenne. Il faut savoir qu'en 1971, la communauté économique européenne, ce n'est que 6 pays. La CEE est en pleine construction. Et quand Schwab prend contact pour avoir leur soutien afin de créer un forum permettant de rassembler les patrons européens et de les éduquer sur les nouvelles pratiques de management afin de rester compétitifs, eh bien les européistes ne disent pas non. Ce qui peut aider à la construction européenne est bon à prendre. Et puis il ne faut pas oublier le gros des participants qui a payé et paye encore aujourd'hui très cher pour venir au forum. Klaus Schwab a su leur proposer une offre irrésistible. Il a fait venir des États-Unis des pointures de l'époque, proposer des solutions afin de survivre au naufrage annoncé des entreprises européennes face aux Européens et à l'effrayante globalisation. Schwab a bien identifié le problème, est arrivé avec des solutions et a su créer le bon produit pour la sphère européenne du business. Un forum plus informel et convivial qui solutionne les problèmes du moment par la qualité et la pertinence des informations partagées et qui permet également de faire des rencontres. Je pense que Schwab a su jongler avec les intérêts de toutes les parties prenantes, de tous les stakeholders pour parler comme lui. Il a parfaitement timé le marché, compris l'époque et répondu aux besoins de tous les acteurs. Et pour accréditer encore plus le fait que son forum était une fête d'anniversaire pour l'école qu'il employait, l'European Management Forum a été établi en tant que fondation le 8 février 1971, soit le lendemain de la clôture du forum. Il est précisé dans le livre des 40 ans du World Economic Forum que le document datait de 10 jours plus tôt, donc la création du forum s'est concrétisée pendant le symposium, au vu du succès de celui-ci. Quand Klaus Schwab a dit que son forum était une plateforme de dialogue, il ne ment pas. Des personnalités de toutes les sensibilités y sont invitées à s'exprimer. Par exemple, Jacques Maison-Rouge était plutôt un transatlantiste, comme le sont la plupart des élites françaises, soit dit en passant. Alors que Bohdan Orikishin était beaucoup plus pour un modèle scandinave. Herman Kahn était conservateur, et Galbraith plutôt social-libéral. Herman Kahn était contre le malthusianisme que défend Aurelio Peccei dans son livre qui sortira en 1972, The Limit to Growth. Davos est depuis sa fondation une place de dialogue dans un cadre informel qui permet de délier les langues et d'aboutir à des solutions. Mais n'oublions pas qu'à la fin de la journée, ils servent tous leurs propres intérêts, et ce sont rarement aussi les tiens. En 1972, le forum est reconduit. Le focus des 3 premières éditions du forum est porté sur l'adoption par les firmes des méthodes de management américaines. Le forum est encore très européen et vraiment spécifique au management. Il continue de recevoir des pointures du globalisme. En 1973, le forum est sous le patronage du prince Bernhard des Pays-Bas, un membre fondateur de Bilderberg dont le premier meeting s'est tenu dans son pays, dans l'hôtel du même nom. La même année, Aurelio Peccei est de nouveau présent, cette fois-ci en tant que conférencier principal, lui qui, je le rappelle, a promu une solution malthusienne face aux 10 problèmes de la surpopulation. Le manifeste de Davos, basé sur le concept de stakeholders de Schwab, est également adopté cette année-là. En 1974, le forum prend une autre tournure. La crise pétrolière de 1973 ainsi que la fin effective de Bretton Woods poussent le forum à étendre son champ d'étude du management vers la politique, l'économie et le social. Cette année sera aussi la première où des responsables politiques seront invités. Et curieusement, cela coïncide avec la diminution de la part des politiciens et des diplomates invités à Bilderberg. Klaus Schwab prend aussi le risque d'inviter contre l'avis général l'archevêque Dom Helder Camara, opposant à la dictature brésilienne. Ce religieux était connu pour sa fibre sociale et était un socialiste revendiqué. C'est une constante pour Klaus Schwab de prendre le risque d'inviter ceux qui clivent l'opinion publique. On l'a vu avec Aurelio Peccei et son approche malthusienne qui a fait grand bruit à l'époque. Ici en 1974 avec l'archevêque socialiste. Et puis plus récemment avec la réception de Donald Trump en 2017, pourtant conspuée par tous les médias et les chancelleries d'Occident. Ou encore Javier Milei venu prononcer un discours en rupture avec l'agenda habituellement promu par Davos. Et la volonté de donner un visage humain au forum est également une constante pour son fondateur. Le forum continue au fil des années de s'étendre. L'European Management Forum s'institutionnalise car il est désormais plus qu'un événement annuel. Les déclinaisons sont tenues dans plusieurs pays, le forum s'internationalise en envoyant des délégations en Chine à partir de 1979 suite aux réformes d'ouverture et de libéralisation par Deng Xiaoping. Le forum s'est ouvert à ce qui était appelé à l'époque le tiers-monde. Klaus Schwab commence avec son forum à mener une diplomatie informelle à l'image d'Henry Kissinger sous l'administration Nixon. En 1982, s'est formé un Davos dans Davos, avec la création de l'informal Gathering of World Economic Leaders, abrégé en IGWEL. Cela se traduit littéralement par rassemblement informel des dirigeants économiques du monde. Ce groupe
est réservé aux dirigeants politiques, chefs d'État, de gouvernement, ministres, etc. C'est un groupe privé dans un format similaire aux réunions du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale, mais avec l'inclusion de plus de pays. C'est une sorte de G20 avant l'heure. On doit à l'igual la conception du traité de libre-échange d'Amérique du Nord, le NAFTA, et la préparation du sommet de la Terre de 1992 à Rio. 1987 marque encore un tournant dans l'histoire du forum. L'European Management Forum devient le World Economic Forum. Ce changement de nom reflète un changement d'organisation et de stratégie. Davos abandonne désormais ses racines intellectuelles pour embrasser la pensée des grands noms. Et c'est pour cela qu'on commence à voir des stars venir au forum, que l'on voit de plus en plus de présidents y participer, et que le forum préfère inviter des gens connus dans leur domaine au lieu des spécialistes plus pointus mais plus confidentiels. La présence de Yuval Noah Harari en est l'exemple parfait. Il a un sens de la formule et du discours qui ne laisse personne indifférent, et c'est un euphémisme. Whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Il a le don d'enrager les complotistes et de faire peur par ses formules choc à la ménagère de Facebook. Global useless class. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Marketing Mania qui explique le pourquoi du comment de son succès médiatique. Le nombre de participants a grimpé, passant de moins d'1 millier à environ 3000. Les revenus de l'organisation à but non lucratif ont grimpé aussi. L'aura du forum dans les médias s'est accrue jusqu'à aujourd'hui. Le forum commence à devenir un lieu connu de tous où les choses se passent. On y consolide la paix en 1988 entre la Turquie et la Grèce, on y réconcilie Frédéric de Klerk et Nelson Mandela, subitement convertis au libéralisme, en 1992. On tente de faire avancer la résolution du conflit israélo-palestinien en 1994 en réunissant Yasser Arafat et Shimon Peres. En 1992, Klaus Schwab lance les Global Leaders of Tomorrow, qui deviendront en 2003 les Young Global Leaders. C'est un réseau d'acteurs politiques, économiques, universitaires, artistiques et médiatiques de moins de 43 ans qui, pareil, se réunissent chaque année en parallèle du forum. Ils sont passés Sarkozy, Merkel, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Macron, Gabriel Attal et même Vladimir Poutine, mentionné par Schwab. Even Vladimir Putin and so on. They all have been young global leaders of the World Economic Forum. Bien qu'ils n'apparaissent pas sur les listes. On pense que ce sont des Schwab Jungen, mais que nenni. Bien que Schwab s'en vante, c'est moi. Il n'a pas fait Macron. Le guide. Pas plus qu'il a fait Trudeau, qui n'a pas été Young Global Leader. Il a juste voulu valoriser son importance, That we penetrate the cabinets. comme le fait Jacques Attali. Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré, c'est même moi qui l'ai inventé. Penser que les dirigeants politiques doivent leur carrière uniquement à Klaus Schwab est complètement stupide. Néanmoins, l'importance des Young Global Leaders se fait au niveau de la transmission de l'état d'esprit. Ce groupe forme ses membres à penser de manière globale plutôt que nationale. Le World Economic Forum s'insère dans le réseau des organisations transnationales. Il développe des partenariats avec d'autres institutions telles que l'ONU. Le forum ne dirige pas le monde, il est partie prenante de la gouvernance mondiale. En 1999, le World Economic Forum adopte une devise, Committed to Improve the State of the World, engagé à améliorer l'état du monde. On retrouve la fibre sociale de Klaus Schwab et le principe de stakeholders. Mais donner un visage humain à la fête du capitalisme mondial ne suffira pas à faire taire les critiques et à stopper les manifestations à Davos en 2001. Heureusement que le forum s'est tenu à New York l'année d'après, en soutien aux Américains après le 11 septembre. Aujourd'hui, le WEF est une institution qui organise un grand forum annuel, des forums régionaux et secondaires comme en Chine à Dubaï. Aujourd'hui, le World Economic Forum, c'est 800 employés, financés par 1000 entreprises membres. C'est un lieu de rencontre, un réseau transnational, un lobby influent, une rampe de lancement pour une myriade d'initiatives afin d'améliorer l'état du monde. Le WEF, c'est aussi de la data et des analyses sur l'économie mondiale. C'est de l'information, ce qui fait du forum une place forte et incontournable pour des opportunités de réseautage. Le forum de Davos est moins sélect que le groupe Bilderberg et la commission trilatérale. Il permet à des dirigeants d'entreprises comme politiques trop petits pour être admissibles à Bilderberg de rencontrer le gratin auquel ils n'avaient pas accès. Mais le forum reste un lieu bien plus fréquenté pour ses soirées organisées en dehors que pour ses conférences destinées à sauver le monde. Le gratin, lui, préfère Bilderberg et la trilatérale, comme en témoigne le Belge Maurice Lippens dans ses mémoires. Je n'ai jamais visité Davos, et je pense que c'est un gros carnaval. Je reçois la liste des membres, et je peux, si je le veux, appeler n'importe qui m'intéresse. J'aime bien visiter Bilderberg et la commission trilatérale. Bilderberg est intense. Là-bas, il faut travailler tôt le matin jusqu'à tard le soir. La table ronde des industriels est intéressante, mais je ne suis pas membre car je ne suis pas un industriel. Parler du futur du monde est quelque chose de difficile par ailleurs. J'aime bien écouter et networker à Washington avec la commission trilatérale.
latérale. Vous y entendez parler des tendances intéressantes en premier lieu. La vérité doit se situer entre ceux qui minimisent et ceux qui surestiment l'impact du forum. Le forum n'a pas le pouvoir qu'on lui prétend, mais reste un acteur influent. Dans cette vidéo, il m'a été impossible de tout évoquer. Je vous ai raconté les origines du forum de Davos. Nous avons survolé son évolution d'un simple forum spécifique au management à une institution motrice et intégrée à la gouvernance globale de notre monde globalisé, post-vespalien et post-national. J'ai énormément à dire sur le forum, plein de choses encore à évoquer, donc faites-moi vos retours sur mon canal Telegram, dont le lien se trouve en description, partagez cette vidéo à tous vos potes complotistes, likez-la, et nous, on se dit à très vite.